Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, Mais pas trop. conçu pour les passionnés d'histoire, qui veulent tout comprendre sur ces rois et leurs peuples, comme leurs aventures durant le premier millénaire. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, ou écrivez-nous à meropodcast.fr@gmail.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, voire des étoiles sur votre application de balado favorite. Ceci est l'épisode 66. Empereur et consul. La victoire de Vouillers, au printemps 507, est souvent considérée comme le point culminant de la carrière de Clovis. La bataille épique où le roi des Francs affronte ses ennemis les Visigoths et fait exploser l'ordre établi à la chute de l'Empire en 476, en pulvérisant l'armée du royaume barbare, le plus prestigieux de l'ex-empire d'Occident. Plus fort encore, il arrive, en plus, à défier en combat singulier Alaric II au beau milieu de la bataille, et le roi de Gaule et d'Ibérie perd la vie ainsi que la moitié de son royaume aux mains du surfeur mérovingien nicéen et ses croisés du Nord. Tout cela est bien sûr à prendre au sens figuré et avec humour. Mais cette victoire, ô combien triomphale, ne marque pas le point final de la carrière de notre Franc, mais plutôt le point de départ de son plus grand succès, souvent sous-estimé, et politique pour le coup. Il est peu probable que l'énorme bataille de Vouillers, pliée en une demi-journée seulement, ait réglé tous les problèmes de Clovis dans le nord, comme dans le sud d'ailleurs. D'abord, la puissance visigothique n'a pas été totalement anéantie, et les descendants d'Alaric II vont réussir à se maintenir au pouvoir sur le seul royaume d'Ibérie, qu'ils garderont bon an mal an jusqu'à la conquête arabe 2 siècles plus tard. Une résistance qui se matérialisera d'ailleurs par leur contrôle de la Septimanie, c'est-à-dire le Languedoc-Roussillon moderne, que ni Clovis ni ses successeurs n'arriveront jamais à leur arracher. Autre échec, si Théodoric l'Ostrogoth n'a pas réussi à sauver son allié et gendre wisigoth Alaric, il a quand même réussi à récupérer la Provence et a ainsi bloqué l'accès à la Méditerranée et à son commerce pour Clovis. Un roi d'Italie, bien irrité par la traîtrise de son beau-frère de la Gaule du Nord, et qui conclura avec lui une paix précaire, mais qui ne lui fera plus jamais confiance. D'ailleurs, il est bien possible que la réputation internationale de Clovis ne sorte pas indemne de cette nouvelle guerre d'agression, vu que personne n'a pu arrêter ses réels annexeurs, malgré les appels à l'union lancés contre lui par Théodoric le Grand. Et finalement, il faut une année complète de campagne pour stabiliser le royaume que le Franc vient de conquérir. Son propre fils Théodoric, mais qu'on appelle aussi Thierry Ier en langage moderne, et qui doit être un adolescent à ce stade, va mener campagne pour arracher les territoires du Massif central en 508, capturant notamment Albi et Rodez pour pousser l'extension du royaume à son maximum. Quant à Clovis, on nous rapporte qu'il hiverne fin 507 à Bordeaux, pour mieux s'emparer l'année suivante de Toulouse, puis d'Angoulême, dont les murailles s'écroulent même à son arrivée, si on en croit Grégoire. Ah, ça faisait longtemps. Une petite référence biblique au mur de Jéricho. Est-ce qu'il savait aussi jouer de la trompette, serial annexeur ? Plus sérieusement, la liste des villes qui tombent successivement dans l'escarcelle des Francs démontre surtout qu'on est dans une conquête plutôt progressive, d'un territoire qui visiblement n'attendait pas la venue triomphale d'un sauveur pour lui ouvrir grand les portes de ses cités. D'ailleurs, Clovis ramènera une tonne de prisonniers et de butin vers le nord, une fois maté la résistance au sud. Preuve, s'il en est, que c'était pas tout à fait une grande campagne de libération, cette histoire. Alors oui, la prise du royaume de Toulouse reste une conquête militaire avant tout. Et l'enjeu pour Clovis, une fois la guerre et ses ravages terminés, sera évidemment de se faire accepter par le pays et ses élites.
Pour les Gallo-Romains hyper civilisés du Sud, fiers de leur romanité, on peut faire le pari que tous voient Clovis et ses Francs comme une bande, non pas de sauvages, comme on l'imagine trop souvent, mais bien de barbares romanisés un peu rustres, avec qui il faudra bien s'entendre, comme ils l'ont déjà fait avec les Visigoths avant eux. N'oublions pas, pour les élites gallo-romaines qui ont depuis longtemps déserté les carrières militaires et dont l'idéal de vie consiste surtout à profiter de leurs immenses richesses et d'une vie culturelle riche entre aristocrates, il n'y a aucune raison d'être totalement hostile vis-à-vis de ces nouveaux maîtres tant que leurs biens, leur foi nicéenne et l'ordre social sont respectés. Mais de là à les aimer ou à les servir avec empressement, c'est un peu autre chose. Et d'ailleurs, Clovis fait face à une problématique un peu plus large que la simple Aquitaine maintenant. Puisqu'avec autant de terres conquises depuis le début de son règne qu'il faut diriger, il est probable que l'affermissement de sa légitimité de souverain devienne un vrai sujet pour Clovis dans les années 500. Et ceci peut expliquer un épisode ultra célèbre de l'année 508 qui va marquer les esprits et la chronique de Grégoire, et je le cite. Clovis, ayant reçu de l'empereur Anastase des lettres de consul, fut revêtu dans la basilique de Saint-Martin de la tunique de pourpre et de la chlamyde, et posa la couronne sur sa tête. Ensuite, étant monté à cheval, il jeta de sa propre main, avec une extrême bienveillance, de l'or et de l'argent au peuple assemblé sur le chemin qui est entre la porte du vestibule de la basilique de Saint-Martin et l'église de la ville. Et depuis ce jour, il a été appelé consul ou Auguste. Alors, ce texte a fait couler un paquet d'encre depuis 1600 ans. Qu'est-ce que c'est que cette cérémonie? Et qu'est-ce que c'est que ce titre? Alors, il faut tuer immédiatement une première idée fausse. Non, Clovis n'a pas été nommé empereur par Constantinople, et pas plus consul romain d'ailleurs. Toutes les archives officielles de l'Empire prouvent clairement qu'aucun rôle officiel ne lui a été confié, ni en 508, ni plus tard d'ailleurs. Et pour aller plus loin, aucun texte de l'abbaye de Saint-Martin et aucune autre source épigraphique ne confirme une cérémonie pareille à propos de Clovis, ce qui, pour le moins, jette un petit doute sur toute cette histoire. À mon avis, soit il tire cette histoire de sa mitre d'évêque après un repas bien trop arrosé, au vin de messe, soit plus probablement, cette cérémonie marque l'envoi par Constantinople d'un simple titre de consul honoraire. Consul honoraire, non, c'est pas un titre qu'on achète, encore que. Il s'agit en fait d'un titre purement honorifique et sans aucun pouvoir qu'on donne à des alliés de l'Empire, parfaitement cohérent avec ce qu'on sait des pratiques de Constantinople, qui pour s'acheter des amis à peu de frais, envoie des beaux titres ronflants. Ça ok, peut-être. Mais Auguste, c'est-à-dire empereur, voilà je dis non Greg, faut pas déconner. Alors cette approche du consul honoraire est l'hypothèse communément retenue par les historiens. Une nomination de ce type, apportée par les ambassadeurs de Constantinople, que Clovis va célébrer avec une belle parade fabriquée pour l'occasion, reprenant tous les codes des cérémonies officielles militaires et civiles de l'Empire, ça c'est crédible. Par exemple, la chlamyde, À ne pas confondre avec la chlamydia, désolé. était le costume officiel standard des hauts fonctionnaires romains. Il était normalement blanc et épinglé à l'épaule droite avec une fibule en or pour représenter officiellement son appartenance à l'ordre des patrices, la noblesse de l'Empire. Un honneur civil donc. Par contre, le défilé en ville ressemble un petit peu à un triomphe militaire pour le coup. Une grande parade spectaculaire, histoire de se faire acclamer par la foule et de rendre hommage à Dieu pour la victoire. À côté de ça, on parle aussi de la tunique pourpre, qui semble plus coller d'ailleurs avec son élévation au rang de consul. Et de la même manière, sa distribution de pièces d'or en ville, même si cette pratique était devenue depuis longtemps l'apanage exclusif des empereurs de Constantinople et qu'aucun autre général ne l'a pratiqué en Orient. Et pour finir, la couronne sur la tête, qui est clairement un signe impérial pour le coup, et qu'on a franchement du mal à expliquer si cette cérémonie était officiellement encadrée par des envoyés de l'empereur. Au final, que faut-il donc retirer de cette parade glorieuse dans les rues de Tours? Évidemment, on peut toujours imaginer que Grégoire s'est un petit peu emmêlé les pinceaux en reconstruisant la scène, en bricolant plusieurs éléments symboliques de cérémonies romaines connues pour écrire une histoire vaguement crédible pour son temps.
Après tout, on est plus de 90 ans après les faits, et l'évêque a peut-être plus de textes romains des précédents siècles à disposition que de témoignages précis sur cette journée en Touraine. Mais on peut aussi faire l'hypothèse que Clovis a vraiment exécuté cette parade baroque à Tours, en utilisant à fond la reconnaissance et les titres offerts par l'empereur, ceux de patriciens et de consuls notamment, en bricolant sa propre cérémonie, pas du tout officielle pour le coup, mais la plus éclatante possible. C'est peut-être ça, l'explication et le soutien, même avec quelques grincements de dents des ambassadeurs de Byzance. Parce qu'en 508, pour le coup, on en est sûr. Tout est bien fini entre l'empereur et son ex-allié Théodoric l'Ostrogoth d'Italie. Le général haut potentiel que Constantinople avait envoyé 15 ans plus tôt en Italie pour les débarrasser d'Odoacre est devenu un véritable ennemi pour eux. Et après les menaces de l'année précédente, c'est une flotte armée de Byzance qui ravage les côtes de l'Adriatique en 508 pour miner la puissance de l'Ostrogoth. L'objectif des ambassadeurs est clair. C'est celui d'offrir un maximum de prestige au roi des Francs. Pas pour faire concurrence à l'empereur, bien sûr. Ça serait absolument ridicule. Clovis n'est aux yeux de Constantinople qu'un roi client, un simple barbare accepté comme ami, et pas plus. Non, leur stratégie, c'est de contrer cet insolent de Théodoric, l'Ostrogoth insupportable, à qui ils veulent susciter un concurrent équivalent en prestige pour mieux calmer ses ambitions en Italie et ailleurs. Est-ce que Clovis mesure précisément toute cette dynamique que nous connaissons via l'histoire compliquée de l'Empire byzantin? Probablement. Le roi des Francs n'est sûrement pas stupide, et il sait lire le latin comme dialoguer avec des ambassadeurs. Mais est-ce que ça a de l'importance pour lui? Pas forcément. Peut-être qu'il s'en fiche dans le fond. Disons surtout que pour Clovis, c'est absolument tout bénéfice cette situation. Quelle que soit la condescendance de Constantinople, quelle que soit l'irritation théodorique après qu'il l'ait bien roulé dans la farine pour prendre la moitié du royaume wisigoth, Clovis se moque probablement de sa réputation personnelle auprès des autres souverains. Qu'on le prenne pour une ordure à Ravenne ou pour un sauvage mal dégrossi à Constantinople, le plus probable est que Clovis s'en contrefiche. Si Byzance lui offre sur un plateau une reconnaissance officielle, simplement pour leurs propres objectifs politiques en Italie, Clovis n'a aucune raison de faire la fine bouche. Au contraire, autant se rouler dans ses honneurs au maximum, autant en faire des tonnes dans la projection de gloire que ça peut lui fournir en surjouant la scène de la prise des honneurs à Tours et en jetant de l'or à poignée littéralement dans les rues, pour en tirer tout le bénéfice possible pour la seule personne qui intéresse vraiment Clovis. Et j'imagine que tu veux bien sûr parler de Clovis lui-même. Je partage ici ton avis. Et je pense qu'en fin renard, notre Clo-Clo n'était pas dupe de la situation. Mais il a bien prouvé, depuis le début de son règne, que pour lui, la fin justifie tous les moyens. Il n'allait sûrement pas se vexer de se faire prendre pour une buse par l'empereur si ça pouvait l'aider dans son grand projet. Comme l'a dit bien plus tard Courtelibe, passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet. Parce que Clovis, on vous a pas dit, mais depuis le début, Clovis a un projet. Et il ne le perd pas de vue, ce projet. C'est bien ça, Xavier? Clovis n'est pas venu au sud pour faire du butin ou pour piller des villes. Non, Clovis veut fonder un royaume, un nouveau pays sous ses ordres, un qui ne s'écroulera pas au premier revers. Et pas un royaume barbare, mais clairement un royaume romain, dans la pure veine de la civilisation dont il veut se présenter comme l'héritier. Depuis le début de son aventure, malgré son côté retors, voire carrément ignoble de temps en temps, Clovis a évité d'antagoniser ses futurs sujets gallo-romains. Il a évité les gains ultra faciles à court terme, que ce soit à Soissons ou à Tours, pour soigner son image de marque. Il s'est lié d'amitié avec les people de l'époque, les Sainte-Geneviève, les Saint-Rémy. Il a accepté de rentrer dans la religion dominante du pays en entraînant un certain nombre de ses soldats pour faire tomber les barrières culturelles et historiques entre barbares et gallo-romains. Et c'est donc pas un hasard si c'est probablement, et on va insister fortement sur le mot probablement, qu'entre 507 et 511, Clovis va mettre en avant la fameuse loi salique qui refera une apparition surprise au Moyen-Âge. Et oui,
La loi, dont vous ne savez peut-être pas grand-chose sinon l'article 62 sur l'héritage des terres, dite salique, qu'on ressortira comme par magie au XIVe siècle, date de cette époque. Un article qui d'ailleurs n'a absolument aucun rapport avec les règles de succession sur le trône de France. Mais ça, c'est une toute autre histoire pour le coup dont on ne parlera pas ici. Alors, les controverses sur la date précise de la promulgation de cette loi sont immenses et pour deux raisons principales. Pour commencer, nous n'avons évidemment pas le texte originel, mais seulement des copies de copies successives, et d'ailleurs parfois contradictoires, qui nous sont parvenues à partir du 8e siècle. Donc impossible d'être sûr de quand a été écrit l'original. Et tous les spécialistes sont convaincus que ce texte primitif a dû être retouché au 6e comme au 7e siècle. Et deuxième problème, dans les marges des vieilles versions de la loi, on trouve la mention d'un certain premier roi des Francs, un homme qui aurait mis en place cette loi, mais dont on n'a pas le nom. Une formulation très ambiguë pour le coup, et qu'on peut comprendre de plusieurs manières évidemment, vu que comme l'a bien remarqué Grégoire de Tours, dès son époque, définir qui est le premier roi des Francs est une mission littéralement impossible. Vous trouverez tout et son contraire chez les spécialistes, formulant un bon gros paquet d'hypothèses sur qui serait désigné derrière une formulation aussi bizarre. Si même la question a de l'importance, vu que ça peut être ajouté après coup, personne ne peut donc affirmer avec certitude qui a fait mettre sur papyrus cette fameuse loi. Et par contre, il semble bien qu'au moins, Clovis l'ait diffusée dans son propre royaume de départ au nord de la Loire, s'il n'en est pas l'auteur lui-même. Mais c'est quoi alors cette loi, si ça n'a rien à voir avec la succession des rois de France? Alors désolé pour les grands fans de Clovis, mais on n'a pas du tout affaire à la grosse révolution du 6e siècle avec la promulgation de cette fameuse loi salique en Gaule du Nord. D'abord, il faut rappeler l'évidence. Le droit écrit et codifié est pour commencer un pilier de la société romaine depuis des siècles. Et la pratique a structuré la vie sociale et juridique de l'Empire et donc de la Gaule depuis au moins 500 ans. Pour un Gallo-romain, comme pour un Germain d'ailleurs établi au nord de la Seine depuis le IVe siècle, un code de loi écrit est tout ce qu'il y a de plus normal à la base et nullement une nouveauté bouleversante. L'hypothèse la plus logique d'ailleurs, c'est que ce sont les premiers arrivants germaniques dans les armées romaines du IVe siècle qui ont dû progressivement adopter des règlements militaires imposés par l'autorité impériale et les mélanger avec leurs propres droits coutumiers. Parce que l'armée romaine, toute bigarrée qu'elle était au IVe siècle, devait quand même fonctionner avec un minimum de règles claires pour éviter la pagaille, et qu'on peut assez facilement imaginer les officiers romains exigeant qu'on mette par écrit les lois en vigueur dans leur contingent de lettres ou de mercenaires. Donc, assez rapidement, tous les Germains vivant au nord de l'Empire, civils comme militaires, ont dû se familiariser avec le concept d'un code de loi écrit, même si l'idée devait sembler étrange initialement vis-à-vis de leur propre culture que décrivait Tacite au 1er siècle, fait surtout de coutumes et de jugements populaires lors des assemblées. D'ailleurs, comme par hasard, les deux voisins sudistes ont déjà promulgué leur propre code de loi romano-barbare, et apparemment avant que les Francs s'y mettent, ce qui en rajoute à la non-nouveauté de la chose. Des codes très inspirés du code théodosien en réalité, utilisé dans l'Empire depuis le début du 5e siècle pour le coup. Alaric II, l'année avant sa mort, avait publié ce qu'on appelle son bréviaire, un grand code qui sera utilisé au sud de la Loire pendant des siècles et qui reprenait une bonne partie du code de son oncle Théodoric le Wisigoth des années 50. Quant à Gondebaud lui-même, le Burgonde, il a promulgué une loi dite la loi Gombette du même calibre à cette même période. Pour en revenir à la loi des Saliens, celui qu'on appelle en réalité le pacte de la loi salique, pour être précis, ne déroge donc pas à la règle mise en place par les précurseurs sudistes. Et ce code ressemble furieusement à un code de loi moderne, avec des chapitres et des sous-chapitres, organisant la loi comme le fait aujourd'hui notre propre code civil. Une longue liste d'articles recensant des délits et prévoyant pour chaque cas de figure une peine proportionnelle au crime. Alors, il y a bien quelques mentions de spécificités culturelles germaniques, comme la tenue d'un plaid d'homme libre ou la nomination de juges officiels au nom bien germanique comme Rachambourg ou Graffio. Mais c'est honnêtement cosmétique
par rapport à la totalité du texte et sa structure. C'est bon, Xavier, c'est gagné. Tu nous as bien tué le rêve. En gros, on n'est même pas sûr qu'il faut donner le crédit à Clovis, et de toute façon, les Francs n'ont rien inventé de révolutionnaire avec leur code romain à la sauce franque. Et le fameux code ne s'appliquera même pas au sud, où on garde le bréviaire d'Alaric, qui fait parfaitement l'affaire pour tout le monde. D'ailleurs, qui sait, si justement ce n'est pas à cause de l'absorption du territoire wisigoth que Clovis a décidé de passer la seconde, en mettant son propre code de loi à lui en place au nord après 507, histoire de ne pas passer pour une truffe en se disant que ça pourrait être utile de mettre un peu les choses au carré dans son propre territoire. Parfois, cela n'est pas beaucoup plus rationnel que ça, les grandes décisions dans l'histoire. Mais revenons-en à nos bœufs. Ça dit quoi cette loi ? Comme on l'a dit, le pacte de la loi salique ne parle pas des rois de France ou de la succession sur le trône. Non, le but principal de la loi salique, c'est de codifier précisément ce qu'on appelle donc les tarifs de composition, le fameux vergeld dont on a parlé dès l'épisode 7. Pour chaque crime, pour chaque offense, pour chaque délit, que ce soit contre une personne ou contre sa propriété, la loi prévoit une somme précise en dédommagement. Et pour le coup, on est dans un niveau de détail assez stupéfiant pour nos yeux modernes, avec un chapitre pour le vol de porc, un autre pour le vol de chèvre, un pour les poulets, un pour les oiseaux, un pour les abeilles, et évidemment, un pour les bovins. Et je vous laisse deviner d'ailleurs lequel de ces animaux peut vous coûter le plus cher en cas de vol. Si vous avez écouté l'épisode 4 de la saison 1, ça doit être assez facile. Idem pour les hommes, où chaque composition est détaillée, que ce soit une blessure, un vol, un meurtre, voire même une insulte. Le tarif n'étant pas le même selon que vous traitiez votre voisin d'infâme, de merdeux, de fourbe ou de poltron. Donc non, la loi salique n'apporte aucune nouveauté révolutionnaire dans ce qu'il faut bien convenir est le propre de la plupart des codes de loi de l'Antiquité. Des délits d'un côté, des peines spécifiques de l'autre. On utilise tout simplement un modèle romain ultra classique qu'on applique à la réalité du nord de la Gaule au début du VIe siècle. On crée une structure précise qui correspond au mode de vie de ces hommes, des solutions concrètes à des problèmes du monde pastoral et à ses enjeux. Des histoires de vol de bêtes, d'insultes, de faux témoignages, de bornes déplacées et autres complexités de la vie rurale. Autre spécificité, les autorités, et notamment le roi, sont presque invisibles dans ce pacte, comme si l'idée n'était pas de créer une justice verticale avec un renforcement du pouvoir royal, mais bien plutôt un code horizontal, une espèce de guide pour que Francs et Gallo-Romains arrivent à vivre ensemble, sans s'entretuer du matin au soir, et sans avoir besoin du roi ou de ses leudes pour traiter de tous les cas de figure. Un guide simple et pratico-pratique, comme on dit, idéal dans un état faible qui peut être déployé sans trop se casser la tête à travers le pays pour régler les inévitables conflits de la vie courante. Et surtout, et c'est le plus important, empêcher les vengeances en imposant des tarifs prédéfinis, qui sont restés très ancrés parmi les Francs avec leur fond culturel germanique, comme nous l'avons raconté durant la saison 1. Alors c'est ça, pour toi, le principe fondamental derrière le pacte de la loi salique. Arrêter les cycles de vengeance sans fin avec les feds entre clans. On codifie tout le système du Vergeld pour que les embrouilles inévitables du quotidien puissent se régler plus facilement, en commençant par substituer progressivement une vengeance privée laissée aux mains des individus par une justice publique encadrée par un code. Alors si on est honnête, c'est vrai qu'ici ou là, on trouve quelques particularités du monde des Francs. Des fonctions, des coutumes bien spécifiques à ce peuple pour que leurs vieilles habitudes de conciliation avec un plaid d'hommes libres puissent quand même s'exprimer. Mais c'est plus un saupoudrage de coutumes qu'autre chose. L'objectif, c'est bien de mouler la société franque dans un mode un peu plus romain, si je comprends bien. Oui, mais en même temps, c'est là pourtant que se cache la véritable astuce de Clovis, si c'est bien lui l'auteur ou en tout cas le grand supporter de ce projet. Car cette belle idée a dû rencontrer un gros frein quand même. Comment vendre un cadre législatif romain nécessaire pour faire fonctionner son nouvel État au nord à ses propres troupes, après avoir accepté la religion des vaincus? Comment convaincre ces hommes, qui sont les grands vainqueurs des guerres contre les Romains du Sud, qu'ils devraient adopter là encore les codes et les usages des perdants?
Sacré défi pour être honnête, et les petits détails cosmétiques ici ou là, qui rappellent les éléments typiquement francs ou germaniques comme les plaids ou les jus tribaux, sont probablement très insuffisants pour faire passer la pilule. Le véritable coup de génie de cette loi, le vrai moyen de la faire accepter par ces hommes, c'est évidemment sa profonde inégalité. Alors attention, on ne parle pas d'ici d'inégalité envers les femmes ou les esclaves, qui sont bien entendu traités comme des moins que rien dans ce texte. Pour le coup, ce code présente la même injustice profonde que tous les autres codes de l'Antiquité, où votre genre et votre statut social vous classent d'entrée de jeu dans une catégorie inférieure, voire inexistante. Non, on parle d'inégalité dans le contexte des Francs vis-à-vis des Gallo-Romains. Toute la loi salique dépend d'un principe simple. Tout le monde doit payer pour ses crimes, ça c'est sûr. Mais le tarif n'est pas du tout le même si la victime est franque ou romaine. Exemple frappant, le vergeld pour meurtre. L'assassinat d'un franc libre coûte par exemple 200 sous, alors que celui d'un romain aisé, c'est 100 sous seulement. Un simple exemple qui va se décliner au rapt, au vol ou à la mutilation avec un rapport du simple au double en général. Une sacrée différence de statut, plaçant clairement les francs et les guerriers proches du roi tout en haut de l'échelle de valeur, et qui rejoint d'ailleurs une autre inégalité, non mentionnée dans la loi, mais qui va être confirmée par les chroniques et qui change tout. Celle qui veut qu'un franc soit exempté de taxes sur la personne, bien sûr, en échange d'un service militaire pour le roi. Une petite règle bien astucieuse, sans doute issue elle-même du monde romain, où les légionnaires ne payaient pas d'impôts durant leur propre service. Oui, vu comme ça, en effet, c'est vrai que ce n'est pas une nuance, cette inégalité du code. Ça ressemble à une bonne vieille apartheid antico-médiévale. Mais là encore, il n'a rien inventé. C'était aussi comme ça chez les Visigoths. Mais ça doit créer un paquet de problèmes, cette inégalité, non? Il semble bien qu'en réalité, cette différence de traitement est l'aspect le plus critique de tout le pacte de la loi salique pour les siècles à venir, et que contrairement à cette vision moderne d'un apartheid du VIe siècle, c'est absolument l'inverse qui va se produire. Oui, les Francs sont clairement mis à l'honneur dans ce code. Ce sont eux les vainqueurs, que la loi protège particulièrement en rendant les crimes et les délits contre eux les plus coûteux, comme en réduisant leur impôt. Mais en réalité, Clovis, au travers de cette loi, est en train de poser les bases de la création de son nouvel État. Le roi des Francs, qui a tout fait depuis le premier jour pour faire tomber les barrières entre les deux peuples de son royaume, va un cran plus loin en réalité avec ce code. Il ne force personne à devenir franc. Il n'impose pas la langue germanique, ni les anciennes lois barbares, et encore moins les vieilles croyances païennes à ces nouveaux sujets. Fini la politique de ségrégation plus ou moins stricte qu'on a tenté de mettre en œuvre dans les royaumes visigoths ou vandales. Non, Clovis, lui, a décidé d'une toute autre approche, celle d'offrir à tous les hommes de son nouveau peuple une proposition de valeur simple pour les décennies à venir. Les hommes libres francs sont les nouveaux maîtres en Occident, et tous ceux qui veulent faire partie du camp des vainqueurs sont les bienvenus. Et c'est là toute la beauté de l'arnaque. Tout le monde peut rester romain. Tout le monde peut garder ses traditions, ses prénoms en 3 parties et sa cuisine à l'huile d'olive. Mais quiconque veut s'éviter de payer des impôts ou des amendes à double tarif va probablement commencer à se dire que finalement, si la seule astuce pour feinter le système, c'est de choisir de s'appeler Hermann de Freeman plutôt que Marcus tu l'as dans l'anus, peut-être que ce n'est pas un si mauvais deal que ça dans le fond. Quand est-ce que Clovis a commencé à former ce plan? Personne ne le sait. Peut-être dès le premier jour, dès qu'il a reçu la lettre de Rémi. Peut-être beaucoup plus tard. Mais son plan est clair. Sûrement pas de s'embêter à faire de la Gaule une terre franque, mais plutôt d'inviter tous les Gaulois à devenir des Francs, ou en tout cas, à en prendre le costume, vu que de toute façon, l'écart est de moins en moins marqué, et que Clovis, comme ses prédécesseurs, ont tout fait pour le réduire, que ce soit en adoptant leur religion, leur langue ou leur code de loi écrit. Fusionner ces peuples en un seul, en les incitant et non en les contraignant. Et si bien sûr Constantinople veut lui donner un petit coup de main en le nommant consul honoraire, honnêtement c'est tout bénef pour son projet unificateur dans son nouvel État puissant du Nord. Il ne reste plus qu'à convaincre les 2 ou 3 petits royaumes francs, indécrotablement indépendants,
qui n'ont pas encore compris toutes les subtilités de ce magnifique projet. Et hop, l'affaire sera dans le sac. Et ne vous inquiétez pas, pour eux aussi, Serial Annexeur a un plan. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Franques et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ou à nous contacter à meropodcast.fr@gmail.com. Et rendez-vous au prochain épisode.